Bon, on passe à la deuxième vidéo qui a été votée au début du live, puisque on a fait ce petit sondage. Il y avait plein d'autres vidéos, mais vous avez choisi ce podcast de Public Eye. On n'a encore jamais regardé en live ici, mais je vous conseille vraiment cette chaîne parce que c'est suisse, je crois basée à Genève. Donc Public Eye, c'est une association d'enquêtes journalistiques sur principalement les multinationales suisses. Public Eye, genre eye comme en anglais l'œil, et puis leur podcast s'appelle Mon œil, pour eye, mon œil, le podcast engagé de Public Eye, E-Y-E. Ils ont fait plein d'épisodes de ce podcast que je trouve vachement intéressant. On se mate ça ? Donc c'est sur Glencore, parce que Glencore vient d'être condamné en République démocratique du Congo pour avoir versé des pots de vin pour avoir des accès de minage, etc. Milliards de francs. C'est le chiffre d'affaires 2023 du géant des matières premières. Attends, combien ? Glencore. 184 milliards de francs. 184 milliards de francs, ça c'est pèse. Le chiffre d'affaires 2023. C'est quoi Glencore ? C'est le numéro 1 de production de minerais au monde. Et c'est une entreprise suisse basée, si je ne me trompe pas, à Zug. Et qui, évidemment, certainement que vous le savez, mais on n'a pas énormément de mines en Suisse. Et du coup, comment ça se fait qu'on a le numéro 1 du minage en Suisse ? C'est que, en fait, ils disposent de mines un peu partout dans le monde, au Chili, en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Et c'est une entreprise qui est souvent pointée du doigt pour ses pratiques, disons, un petit peu grises, parce qu'ils s'en fichent un petit peu du droit international et du respect, notamment des droits humains, etc. Du géant des matières premières, Glencore. Non, ça pèse dans le game, mais genre... ingrédients d'un tel succès ? Nestlé, c'est presque un petit joueur par rapport à Glencore, pour vous donner le niveau, quoi. Corruption, violation de droits humains et destruction du climat. Alors vous nous connaissez. Quand une multinationale veut que ses activités restent dans l'ombre, on en parle dans Mon œil. Et pour moi, c'est important d'en parler. Mon œil. Parce que c'est typiquement le genre de point où on dit « Ah, la Suisse n'a pas de colonie, etc. » Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on Glencore est s'intéresse clairement une entreprise impérialiste. Des matières premières, Glencore. La société installée à Zug vient récemment d'être condamnée par la justice suisse pour corruption en République démocratique du Congo. On en parle avec Adria Budricarbo. Bonjour. Bonjour. Adria, tu es enquêteur matières premières chez Public Eye. Tu es l'auteur du livre « La Suisse sur des charbons ardents ». Alors, on va parler du charbon en temps voulu, mais d'abord, posons un petit peu le cadre. Glencore a longtemps été désigné comme la plus grosse entreprise dont vous n'avez jamais entendu parler. Alors, ça a un petit peu changé depuis, mais pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est qui ? Alors c'est vrai, Glencore était assez méconnue du grand public jusqu'en 2011, date à laquelle elle entre en bourse à Londres. Et donc, elle permet finalement à tout un chacun d'acquérir une action de Glencore et de devenir actionnaire. Mm-hmm. Depuis, donc, l'entreprise est un peu l'épouvantail des milieux écolos, des mouvements indigénistes et des ONG anticorruption. Glencore, c'est vraiment l'ADN du secteur des matières premières en Suisse. Tant par la puissance de la société, le chiffre d'affaires, c'est 2 fois celui de Nestlé, par exemple. Voilà, donc je vous le disais, Nestlé, c'est des petits joueurs par rapport à Glencore, à la fois en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes de saleté qu'ils font partout dans le monde. Les vices qu'a cette société, on retrouve Glencore associé aux régimes les plus corrompus au monde, à des dictatures en place depuis des dizaines d'années. Glencore a été condamné à de nombreuses reprises aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Brésil, et puis donc récemment en Suisse. La plupart du temps pour des affaires de corruption ou de manipulation du marché. Glencore, c'est aussi une entreprise un peu particulière, hybride, parce qu'ils se contentent pas de vendre des matières premières. Donc depuis... Justement, c'est quoi leurs activités ? Alors justement, depuis 10-20 ans, Glencore possède des mines de cobalt, des mines de cuivre, des mines de charbon, absolument partout dans le monde, aux 4 coins de la planète. C'est une entreprise très globalisée. Et puis, ils font aussi du commerce. Ce qui leur permet justement
Donc cobalt, notamment utilisé pour toutes les technologies électroniques dont nos smartphones, nos ordinateurs, etc. C'est le principal producteur de cobalt. Le cuivre est utilisé pour encore maintenant les câbles électriques. Donc là aussi, c'est un des principaux producteurs de cuivre. Donc vous imaginez comme en fait, quand on pense à une grosse entreprise du style Apple, en fait, Apple dépend à 100% de Glencore, quoi. D'agir un peu aussi sur les volumes. Quand les choses vont pas très bien, Glencore a une telle puissance sur le marché qu'ils peuvent se contenter de fermer une mine de cobalt et puis de faire remonter les cours, un petit peu comme si Glencore était un OPEP des minéraux à lui tout seul. Faut vraiment insister là-dessus. C'est vraiment un mastodonte des matières premières. Juste pour traduire, OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole et c'est des pays principalement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui s'étaient constitués. Apple ne détient pas eux-mêmes des mines. Et quand le principal producteur de cobalt au monde, c'est Glencore, Apple dépend de Glencore pour avoir du cobalt pour produire leurs smartphones. Donc, Apple, c'est uniquement, en gros guillemets, l'entreprise qui va... comment tu dis déjà, pas unifier les produits, mais les ramener à un même endroit pour ensuite en créer un produit de consommation à la fin de la chaîne de production. Mais Apple fait partie de toute une chaîne de... Oui, transformer, merci. Apple fait partie de toute la chaîne de production. Et Apple est plutôt à la fin de la chaîne de production, donc juste avant la consommation finale, alors que Glencore est au tout début de la chaîne de production, c'est-à-dire la production de matières premières. Et donc Apple dépend de Glencore, mais évidemment que ça va aussi dans l'autre sens, parce que du coup, ça veut dire que Apple ou d'autres entreprises de ce genre sont les principaux acheteurs des matières premières de Glencore. Et l'OPEP, donc c'était l'organisation des pays exportateurs de pétrole. C'est ces pays notamment qui avaient un tel poids dans le monde en termes d'exportation de pétrole qu'en 1973, pour des questions politiques, ont décidé de fermer les valves du pétrole et ont créé la première crise pétrolière au monde et qui a créé une crise économique partout dans les pays principalement occidentaux qui dépendaient énormément du pétrole. Et donc là, le gars, il dit que Glencore a quasiment le même pouvoir économique et politique que tout l'OPEP, donc tous les pays exportateurs, pas tous les pays exportateurs, mais toutes les personnes, tous les pays faisant partie de cette organisation d'exportateurs de pétrole. Par Mark Rich, le fondateur de Glencore, qui a été aussi l'un des fugitifs en col blanc les plus recherchés des États-Unis. Alors sa vie est assez dingue, je te propose une vidéo d'archives de la RTS pour découvrir cette histoire digne d'une super production hollywoodienne. À lui seul, il incarnait la part d'ombre de l'économie suisse. Mark Rich, génie peu scrupuleux du négoce de matières premières, éternel cigare aux lèvres. Né en 1934, issu d'une modeste famille juive d'Anvers, il fuit la Belgique en 1941 avec l'invasion des nazis. Jeune réfugié à New York, très vite, il se frotte au commerce de métaux. Mais c'est avec le pétrole qu'il se taille une réputation d'homme d'affaires aussi affûté que controversé. Car Mark Rich n'hésite pas à acheter ses barils de pétrole aux ayatollahs d'Iran, en plein embargo et malgré la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran. Furieux, les États-Unis sanctionnent. Mark Rich est poursuivi pour fraude fiscale et manipulation du cours du pétrole, condamné par contumace à 325 ans de prison. Sa cavale le conduit en Suisse où il... Par contumace, quand tu es condamné par contumace, si jamais c'est qu'ils ont fait le procès, mais que le principal accusé n'était pas là présent au procès parce qu'ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Donc, il est condamné à la prison, mais toujours en cavale. Trouve refuge en 1983. Et c'est depuis Zug qu'il bâtit son empire, Glencore, géant du commerce de matières premières, toujours présent dans les pays les plus pauvres. Aux États-Unis, l'ex-femme de Mark Rich effectue un lobbying intense. Et alors que l'administration Clinton fait ses cartons en 2001, coup de théâtre. Pour son dernier jour à la Maison-Blanche, Bill Clinton accorde la grâce présidentielle à Mark Rich. Mark Rich est décrit comme le père du négoce de matières premières en Suisse. Est-ce que c'est une formidable opportunité pour le pays ou plutôt un héritage sombre ?
C'est un petit peu les deux, hein, finalement. Donc, c'est une opportunité surtout fiscale, puisque entre le moment où Mark Rich s'installe à Zug, dans un petit appartement en 74, et puis ensuite le grand boom des matières premières, les années 90-2000, avec l'arrivée de beaucoup de concurrents, et puis beaucoup de sociétés, finalement, qui ont été fondées par les poulains de Mark Rich, hein, ceux qu'on appelait les Rich Boys. On les retrouve à la tête de beaucoup de grandes sociétés matières premières. Et puis donc toutes ces sociétés, pour la Suisse, c'est un peu la poule aux œufs d'or. C'est des sociétés qui vendent des énergies fossiles, pour la plupart, mais sans importer les émissions. C'est-à-dire que l'essentiel se produit ailleurs. C'est donc non seulement extrait, mais aussi consommé hors Suisse. Et la seule chose qui finalement est importée, c'est les recettes. Les recettes de ces sociétés qui atteignent plusieurs milliards. Et puis aussi, ils font venir des employés qualifiés, qui ont des bonus qui atteignent parfois plusieurs millions par année, et puis qui font tourner l'économie locale. Entendez par là les centres de golf et puis les nautiques. Donc là, c'est un point important par rapport à l'impérialisme suisse. Et à l'impérialisme en général. C'est que le fait que nos multinationales suisses agissent à l'étranger, principalement dans les pays du Sud global, tu peux avoir des économistes de droite qui vont te dire que c'est une opportunité pour les pays du Sud global d'avoir ces entreprises-là parce que ça va permettre de développer leur économie. Sauf que le problème avec ça, c'est que ça a été aussi démontré en économie internationale que quand tu as des multinationales dont les propriétaires sont dans les pays occidentaux et que le siège social de la multinationale est dans un pays occidental, mais que leur production est dans un pays du Sud global, ça fait que, en fait, ils vont sous-payer les travailleurs et travailleuses du Sud global, vendre en Occident, et ensuite les profits, les bénéfices vont être versés dans les pays occidentaux et non pas dans les pays du Sud global. Donc en fait, c'est un drainage de la richesse des pays du Sud global vers les pays occidentaux. Et il y a eu 2 économistes, je ne sais plus leur nom maintenant. Quand tu as une entreprise, tu vas avoir les travailleurs qui produisent la richesse. C'est les travailleurs et travailleuses qui produisent la richesse, personne d'autre. Ça ne sont pas les capitalistes. Ils vont produire de la richesse et ensuite, cette richesse, donc les biens qu'ils ont produits, ça va être les capitalistes qui vont les vendre sur des marchés. En échange de quoi, ils vont payer un salaire aux travailleuses et travailleurs. Mais il va y avoir une différence entre le salaire qui est payé aux travailleuses et travailleurs et le prix que les capitalistes vont vendre les biens sur les marchés. Cette différence, ça s'appelle la plus-value. Ce qu'on peut aussi appeler le profit, sous une certaine forme. Et le fait est que quand c'est dans un seul pays, on peut argumenter que le profit que génère l'entreprise, les capitalistes, du coup, ils vont consommer plus dans le même pays. Ils vont réinvestir ce profit dans le même pays. Sauf que quand les travailleuses et travailleurs sont dans un autre pays, et notamment un pays du Sud global, ils vont pouvoir encore moins payer les travailleuses et travailleurs, donc appauvrir le pays du Sud global en question. Et en plus de ça, le profit qui est généré, ils vont même pas le consommer ou le réinvestir dans le pays du Sud global, mais dans le pays dans lequel ils vivent ou dans lequel l'entreprise est basée, c'est-à-dire un pays du Nord, un pays occidental. Et ça a tendance à drainer la richesse des pays du Sud global vers les pays occidentaux. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Je cherche juste... Théorie de la dépendance. Voilà, c'est la théorie de la dépendance. Je vous mets juste ça. Je vous invite à aller regarder si c'est une thématique qui vous intéresse. J'avais fait un travail là-dessus qui est assez intéressant, qui était à la base développé pour l'Amérique latine, puisqu'il y avait un énorme néocolonialisme fait par les pays européens, mais aussi les États-Unis en Amérique latine. Et ensuite, ça a pu être plus développé aussi pour l'Asie du Sud-Est et pour l'Afrique. Et c'est notamment Raoul Prebisch qui a développé cette théorie
considéré comme étant néo-marxiste, et qui explique un peu mieux que moi et un peu plus dans le détail comment est-ce que par ce fonctionnement des paiements, donc entre le salaire des travailleuses et travailleurs et où va être ensuite engrangé le profit de la vente des biens produits par les travailleuses et travailleurs, ça va faire qu'il va y avoir un décalage d'évolution de richesse entre deux pays. Ce qui est différent quand tu produis dans ton propre pays ou même dans le pays juste à côté, parce que dans le pays juste à côté, en général, tu as des moins grandes différences de salaire que par rapport à, par exemple, entre la Suisse et l'Éthiopie ou la République démocratique du Congo. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite vraiment à même rien que la page Wikipédia théorie de la dépendance, c'est vachement intéressant pour un peu mieux comprendre cet enjeu de l'appauvrissement des pays du Sud global. Lol, non, mais votre vision est un peu communiste. Je ne dis pas que c'est un mal, mais difficile d'imaginer une Europe vers l'élévation d'ici 10 ans avec une telle façon de penser. Déjà que ça a mal. Alors, un peu communiste. Bienvenue dans Eteikos. Je me revendique 100% communiste. Et je sais que ça peut faire peur, mais au cours des différents lives qu'on fait ici, j'essaye de développer la théorie communiste sans qu'elle soit expliquée sur des plateaux de télé en disant que le communisme c'est uniquement Staline et les goulags. Et en soi, ce qui appauvrit aujourd'hui l'Europe, c'est pas le communisme. Ce qui appauvrit l'Europe, c'est le cycle de production capitaliste. Parce que tu as des cycles de production dans lesquels tu peux plus ou moins appauvrir les pays du Sud global pour enrichir les pays occidentaux et notamment l'Europe. Et tu as d'autres phases du capitalisme dans lesquelles on vit pour l'instant notamment, où on peut moins enrichir l'Europe au détriment des pays du Sud global. Et ça ne veut pas dire que c'est triste, parce qu'au contraire, il faut aussi que les pays du Sud global puissent évoluer économiquement. Et le but, pour moi, c'est de dépasser le capitalisme pour qu'on en arrive à un système communiste et pour que ce soit tous les pays, partout dans le monde, qui évoluent et qui aient une meilleure situation matérielle. Là, les gens qui font 45 minutes dans le live en mode « ce serait pas un peu de gauche cette équipe ?» Je pense qu'il y a peu de chaînes Twitch suisses autant de gauche, sans vouloir non plus me lancer des fleurs. On continue ? Quand aussi. Mais Jason Most Wanted, pour moi, c'est pas du tout un problème que tu ne sois pas communiste. Moi, j'essaye de parler, et avec Selim, qui normalement est avec moi, on essaye de parler au plus de personnes possible. Et si c'est une thématique qui t'intéresse, le communisme vu par deux petits gauchos suisses du 21e siècle, t'es les bienvenus à nous suivre régulièrement pour un peu voir quels sont nos takes sur différents sujets. Évidemment. Mais donc effectivement, c'est très intéressant pour tout ce petit milieu-là, à Genève, à Zug ou à Lugano. Par contre, évidemment, pour les populations sur place, les choses se passent un peu plus durement. Tu l'as évoqué avant, Glencore se traîne beaucoup de casseroles. La dernière en date, c'est celle qui est tombée en août dernier avec sa condamnation par la justice suisse pour corruption en République démocratique du Congo. C'est quoi les faits qui lui sont reprochés ? Ce que lui reproche la Suisse, c'est d'avoir acquis des parts minoritaires dans 2 mines de cobalt et de cuivre au Congo pour un prix bien inférieur à ceux du marché. Tout ceci a été rendu possible via le versement de pots de vin. Et comme le ministère public suisse a eu du mal à trouver les individus responsables de tout cela, donc on condamne la société pour défaut d'organisation en lien avec la corruption. C'est une affaire assez complexe. Je pense qu'avant tout, il faut comprendre. Et juste un point par rapport au pot de vin, c'est que pour moi, ça montre également comment le néocolonialisme, notamment suisse, joue son rôle dans l'affaiblissement des États du Sud global, notamment là en République démocratique du Congo, parce que on peut
souvent, on nous dit, oui, mais maintenant, ça fait un certain moment que les pays anciennement colonisés ont gagné leur indépendance. Pourquoi ils ne réussissent pas à mieux se développer, à avoir un État plus fort, etc. C'est notamment parce que, j'allais dire dès le lendemain de la décolonisation, mais ça commençait déjà avant, les entreprises occidentales ont vu évidemment un intérêt à garder un lien de corruption avec les États africains, sud-américains et du sud-est asiatique pour justement déstabiliser l'État, parce que au plus un État est fort, au plus il va résister à la tentative du pot de vin, à la tentative de corruption. C'est beaucoup plus difficile de corrompre, par exemple, en Suisse, ou de corrompre de cette manière aussi visible en Suisse qu'en République démocratique du Congo, parce qu'en Suisse, on a des institutions bien plus solides et un contrôle bien plus solide. Sauf que quand ça fait des décennies que toutes les entreprises du monde viennent donner des pots de vin et déstabiliser les États quand ils sont un petit peu trop regardants sur ce que font les multinationales dans leur pays, ça rend impossible la création de ces institutions fortes qui puissent contrôler la corruption. La culture du bakshish, oui, mais la culture du bakshish, c'est essentiellement une culture faite par les Européens dans les pays du Sud global. Alors, au sujet de l'après-colonisation des pays pauvres, tout est une question de valise. Oui, et on le voit aussi notamment, il y a eu plusieurs documentaires sur la France-Afrique, donc ce qu'ont fait les différents gouvernements français pour garder la mainmise sur les anciens pays colonisés. Peu qui est Dan Gertler. C'est celui que le ministère public suisse qualifie pudiquement de partenaire commercial de Glencore. Donc, c'est un homme d'affaires israélien qui arrive au Congo un peu avant la chute de Mobutu et qui, par amitié, prend contact avec Kabila, qui s'apprête à prendre la présidence du pays. Donc, c'est dans quelles années, ça ? Là, on est entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Mm-hmm. Et puis, donc, à cette époque-là, Dan Gertler est très jeune. Il a 19 ans. Il est diamantaire, officiellement. Et puis, donc, comme très rapidement, il établit son réseau au Congo, il devient indispensable. Il y a tout un système qui tourne autour de lui. Pour les multinationales étrangères, si vous voulez acheter des mines au Congo, si vous voulez renégocier votre contrat avec le gouvernement congolais, ou alors faire diminuer le pas de porte, donc c'est-à-dire la prime que vous devez payer au Congo pour acquérir une mine, vous passez toujours par Dan Gertler. Mmh. Dan Gertler est le guichet unique de Kabila, dont il finance aussi les campagnes présidentielles. Et puis Glencore, ce qu'il va faire, c'est qu'elle a compris ça, comme d'autres concurrents avant, d'autres sociétés également passées par Dan Gertler, pour 3 transactions minières. Glencore va s'associer à Gertler pour acquérir une mine ou une partie des mines de Kamoto, Mutanda et Kansuki. Ce sont des mines qui sont dans l'ancienne province du Katanga, le sud-est du Congo, qui est la région qui concentre un peu la plupart du cobalt qui est échangé aujourd'hui dans le monde. Mmh. Et qui est une des régions du Congo dans lesquelles il y a le plus de conflits armés, qui avait aussi dans les années 70 et 80, il y a même un secrétaire général de l'ONU qui a été abattu dans son avion en passant au-dessus du Katanga, qui venait mener une enquête par rapport aux agissements de certaines multinationales là-bas. Et c'est là où tu vois également ce qui est appelé la malédiction des communs, si je me souviens bien, qui est le fait que, alors les économistes de droite te diraient que c'est, on ne sait pas pourquoi, dans les pays avec beaucoup de matières premières, les États ont tendance à avoir plus de mal à garder le contrôle sur leur territoire. Et les économistes de gauche ont tendance à dire oui, mais vous vous arrêtez trop tôt dans votre analyse, c'est pas... On ne sait pas pourquoi les États ont de la peine à garder la mainmise sur leur territoire quand il y a beaucoup de matières premières. C'est parce que c'est les entreprises, les multinationales étrangères qui viennent déstabiliser l'État, parce qu'au plus un État est fort, au plus il va imposer des tarifs douaniers, au plus il va imposer des primes pour faire des acquisitions de mines, ce qui donnerait de l'argent à l'État pour
créer des institutions plus fortes, comme on en parlait avant, et les multinationales font tout pour déstabiliser ces régions-là. Il faut aussi savoir que les USA sont en très grande partie coupables de la politique de la valise. L'Europe ne fait que suivre la doctrine des USA. Alors je suis d'accord que les USA sont clairement pas tout roses là-dedans. Après, les USA ont eu un rôle bien plus important par rapport à l'Amérique latine, mais c'est vrai qu'ils ont aussi un rôle, ils ont joué un rôle en Afrique et ils jouent toujours un rôle en Afrique. Maintenant, il y a également la Chine qui vient se rajouter dans cette politique des valises, comme tu dis, de corruption. Mais en gros, ce qui est important, c'est pas tant l'origine des pays. Ce qui est important, c'est que c'est à chaque fois des pays impérialistes. C'est-à-dire qu'ils essayent d'étendre leur emprise économique à d'autres pays. Et c'est ça ce qui est important à voir. Peu importe l'origine des pays qu'ils le font, c'est juste quel pays est dans une phase impérialiste, c'est-à-dire qu'ils vont étendre leur mainmise sur un plus grand marché. Gertler va utiliser de ses contacts pour proposer des mines à des prix réduits. Alors exactement, donc la Suisse va condamner Glencore pour l'acquisition des parts dans Mutanda et Kansuki, qui sont deux très très grandes mines qui vont être dont le projet est de fusionner. Donc Glencore veut les fusionner. Or, une partie appartient à la société publique congolaise, la GECAMINE, la Générale des carrières et des mines. Et puis donc c'est Gertler qui s'occupe de faire l'intermédiation et qui va aider Glencore à acheter les parts de la société publique. Donc c'est 20 et 25% de parts. Et puis Glencore va les acquérir pour un montant assez faible, beaucoup plus bas que ce qu'il aurait dû payer normalement sur le marché. Donc là, le ministère public retient ça et estime qu'en réalité, Glencore aurait dû payer au minimum 150 millions de dollars de plus pour acheter ces mines. Et finalement, c'est de la créance compensatrice, donc c'est ce qu'on retrouve. Glencore est forcé aujourd'hui de rendre 150 millions qu'il aurait dû payer en plus s'il n'y avait pas eu corruption. Parce que pour obtenir ce rabais, évidemment, rien n'est gratuit. Gertler s'est débrouillé pour faire parvenir donc à l'entourage du président Kabila et du gouverneur du Katanga de l'époque, qui considérait Gertler comme son frère jumeau. Il va s'arranger pour leur faire parvenir des millions. Et c'est là où la corruption intervient et où Glencore est condamné à payer une amende de 2 millions de francs et une créance compensatrice de 150 millions de dollars. Ça a l'air d'être des gros montants quand même. Nous, on a demandé aux ONG qui sont sur le terrain si c'était un succès dans la lutte contre la corruption. On écoute Jean-Claude Mpoutou de l'ONG Resource Matters. Oui, la condamnation de Glencore par la justice suisse est un bon pas dans la lutte contre la corruption. Parce qu'enfin, une juridiction européenne reconnaît que Glencore a d'une manière ou d'une autre participé à la corruption, même si elle est simplement condamnée pour laisser faire. Nous, on encourage cela, mais on encourage surtout la justice suisse à aller plus loin que Glencore. Il a identifié des partenaires de Glencore qui ont rendu cette corruption possible. Il faut qu'il continue la poursuite contre ces partenaires-là. Mais aussi, pour le moment, c'est la Suisse qui va empocher des amendes alors que la victime de la corruption, qui est la République démocratique du Congo, n'a rien reçu. Dans les jours à venir, on va devoir contacter Glencore et la justice suisse pour demander que cet argent soit remis aux vraies victimes de cette corruption. Pour Jean-Claude Mpoutou, ce qu'il dit dans la première partie de son message, c'est que, la justice suisse condamne Glencore, sauf que le problème, c'est que il la condamne à payer 150 millions. On l'a vu au début de ce podcast, Glencore fait un chiffre d'affaires de 150 milliards, donc c'est des brouettes pour Glencore, 150 millions. Et si tu ne condamnes pas non plus les intermédiaires qui ont permis à Glencore de corrompre l'État congolais, ça va juste faire que Glencore va payer une fois une amende, ils vont continuer la corruption, et peut-être que dans 10 ans, ils vont payer une deuxième amende de 150 millions, mais entre-temps, ils auront fait des milliards de bénéfices. Donc,
là, ça crée une première jurisprudence, mais il faut continuer pour pouvoir arrêter tout le système de corruption. Je vais souvent aux USA, j'aime ce pays. Quand vous voyez l'évolution d'une ville comme New York en 10 ans, donc 2014-2024, c'est incroyable. Dubaï, Paris, Berlin, c'est de la rigolade. Comment est-ce possible ? Eh bien, le principe de la valise. Alors oui, en partie, mais c'est aussi parce que c'est le centre capitaliste aujourd'hui du système capitaliste, du système monde capitaliste. Ce qui fait que ça draine tous les capitaux à New York. Donc c'est pas que le principe de la valise, mais en partie. Et un succès en demi-teinte, tu partages cet avis ? Oui, entièrement, et pour les mêmes raisons. Donc effectivement, la corruption n'est pas un crime sans victime, et donc il est injuste que rien ne revienne au Congo et que finalement, donc ce montant de la créance compensatrice va uniquement servir à alimenter les caisses fédérales, et rien ne reviendra au Congo, qui est le pays qui a le plus perdu justement dans ces transactions. Pour quelle raison ? Parce que finalement, c'est une espèce d'alliance entre des multinationales européennes et puis les élites corrompues, les propres élites politiques des Congolais, qui n'ont aucun intérêt à ce que les transactions se fassent selon les règles du marché, et puis aussi qu'il y ait un début d'industrialisation qui ait lieu au Congo. L'essentiel, c'est qu'on puisse racheter des minerais à bon marché au Congo, les raffiner ailleurs, et puis toute la plus-value s'envole. Elle va souvent en Suisse d'ailleurs, sur des comptes bancaires qui appartiennent soit à Glencore, soit aux propres élites politiques congolaises. Mais la créance compensatrice n'est pas rendue au Congo. Elle n'est pas rendue au Congo parce que la Suisse estime que les conditions ne sont pas remplies. Entendez par là que donc il y a de forts risques que si on restitue quelque chose au Congo, ça se perde à nouveau dans la corruption. Il n'y a pas de structure en place pour faire en sorte que ça arrive aux personnes qui réellement étaient défavorisées. Et donc, décision a été prise de ne rien rendre au Congo, qui n'est pas non plus partie prenante de la procédure, et qui avait aussi fait un pacte avec Glencore il y a peu, en s'engageant à ne plus poursuivre Glencore pour toute la période Gertler, justement. Si on prend les 3 transactions minières, si on les prend dans leur ensemble, on arrive rapidement à un manque à gagner d'1 milliard de dollars. C'est un montant qui est très important et qui est très important pour le Congo, puisque à l'époque, le budget national était de 7 milliards. Donc imaginez à quel point ces transactions sont nuisibles pour un pays qui fait partie des 5 pays les plus pauvres au monde. Donc c'est tout ça de moins en hôpitaux, en écoles, en services publics. Exactement. Et je checkais juste pour pas dire de bêtises, mais effectivement, le Congo aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un pays qui a gagné son indépendance donc dans les années 60 vis-à-vis de la Belgique. Et le premier ministre du Congo, c'était Lumumba, qui avait une vision plutôt indépendantiste jusqu'au bout, aussi indépendantiste économiquement vis-à-vis de la Belgique et des pays occidentaux. Et il s'est fait assassiner, pas de bol, notamment au Katanga, justement, là où il y a toutes les mines. Et il y a eu des doutes sur est-ce que c'était la CIA. Alors apparemment, selon les dernières informations, la CIA aurait tenté de l'assassiner, mais finalement, c'est pas eux qui ont réussi. Et d'autres informations disent que ça serait potentiellement le gouvernement, certains services belges qui auraient fait en sorte que Lumumba soit assassiné. Donc, pour vous dire que les déstabilisations politiques sont aussi parfois pas uniquement de la corruption, mais parfois bien plus concrète, c'est-à-dire tu as un premier ministre qui est un petit peu trop indépendantiste et un peu trop de gauche à vouloir faire en sorte de développer son propre pays et pas les économies occidentales, et il se fait assassiner. C'est ballot. On l'a vu dans plein d'autres pays, comme au Chili avec Allende, comme Thomas Sankara au Burkina Faso. L'épisode vous a plu jusque-là, abonnez-vous. C'est la meilleure manière de soutenir notre travail et le podcast. Merci. De manière générale, le sous-sol de la RDC est extrêmement riche en minéraux essentiels à la transition énergétique, comme par exemple le cobalt ou le cuivre. C'est du coup un véritable Eldorado pour les multinationales comme Glencore. On s'est demandé quelle était l'influence de cette entreprise dans le pays, et on a posé d'abord cette question à Jean-Claude Mputu de l'ONG Resource Matters. Glencore a un rôle important en RDC parce qu'il exploite des mines parmi les plus productives du pays et du monde. Et donc, son impact sur l'industrie minière congolaise est importante. Par contre, auprès de la population, on n'en ressent pas les bénéfices. Les populations autour des exploitations de Glencore continuent à vivre dans la pauvreté et dans la misère. L'environnement est pollué.
et parfois même les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc là, il y a un effort à faire du côté de Glencore et surtout, bien qu'il dit avoir renoncé à la corruption, aujourd'hui, il continue à payer Dan Gettler et donc quelque part, c'est les corrupteurs et son partenaire qui continuent encore à exploiter les peuples congolais et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Alors il le dit clairement, la population locale ne bénéficie pas des activités de Glencore, bien au contraire. Toi, ça fait longtemps que tu enquêtes sur Glencore. Est-ce que tu penses que les condamnations récentes vont faire changer quelque chose dans la politique de l'entreprise ? Je pense qu'au contraire, ça confirme un peu le business model de Glencore. Les amendes sont déjà budgétées, en fait, dans les comptes de Glencore. Finalement, la boîte doit payer 2 millions. 2 millions pour une entreprise qui fait des milliards de bénéfices, c'est rien. C'est même pas une tape sur la main. Et puis, elle a dû rendre les profits considérés illicites, donc 150 000. Alors, être anti-US, si jamais, pour moi, c'est absolument pas un souci, parce que je suis très anti-US aussi. Le problème, c'est qu'il faut pas non plus tomber dans un anti-américanisme simpliste, en oubliant le fait que les pays européens ont également leur rôle à jouer dans le sous-développement ou le chaos de certains pays du Sud global. Et c'est notamment l'utilité d'un podcast comme celui de Public Eye, c'est de voir comment la Suisse, tout petit pays, on a presque l'impression que la Suisse ne joue aucun rôle par rapport au Sud global. On n'a pas eu théoriquement de colonies, on n'a pas de grande influence internationale, sauf qu'on le voit là, justement, avec ce podcast, que rien qu'avec nos multinationales, enfin surtout avec nos multinationales, on joue un rôle clé dans la déstabilisation et l'appauvrissement du Sud global. Donc, anti-américanisme, oui, mais pas au détriment d'être critique de nos propres pays européens. Si on se réfère même aux estimations de Glencore elle-même sur ce que valait la mine, on pourrait encore ajouter 130 millions de différentiel entre ce qu'ils ont payé pour acquérir ces parts minoritaires et ce que vaut réellement la mine. Donc finalement, c'est rien du tout pour Glencore. Et puis les 2 mines en question sont celles qui lui permettent aujourd'hui de se profiler comme un acteur clé de la transition énergétique. C'est de là que vient le cobalt et le cuivre de Glencore. Ça génère des milliards par année. Et finalement, la réponse en Suisse, c'est quand même assez faible. Et on voit même que, malgré la condamnation, Glencore continue à dire qu'elle ne partage pas les conclusions du ministère public. Donc, de façon assez puérile, l'entreprise continue à nier. D'accord, j'admets ma culpabilité, mais en réalité, je ne l'admets pas. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je paye parce que comme ça, vous me laissez tranquille. C'est exactement ce que fait l'entreprise. Et puis, ça nous donne une indication assez claire sur ce qui va se passer à l'avenir, sur le non-changement de l'entreprise. D'ailleurs, si on regarde qui dirige cette entreprise, il y a eu un changement autour de ces récentes condamnations, ces vagues de condamnations aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Suisse. Mais à l'époque, donc, c'était Ivan Glassenberg, sud-africain blanc, sexagénaire, qui a fait toute sa carrière dans le charbon, qui dirige l'entreprise. Aujourd'hui, c'est Gary Nagel, c'est un sud-africain blanc qui a fait toute sa carrière dans le charbon, qui dirige l'entreprise. Donc imaginez quelles sont les perspectives de changement. On change les sièges, mais on refait la même chose. On refait exactement la même chose, ouais. Dans la catégorie des non-changements que tu évoques. Je pense que c'est aussi important quand il le dit, de préciser blanc, parce que c'est aussi une vision racialiste du monde. C'est que c'est pas si grave que ça d'appauvrir et de déstabiliser les pays noirs pour ce cas-là, enfin de population noire, parce qu'il y a cette vision racialiste que, au final, c'est un peu dans l'ordre des choses que ce soit des pays sous-développés. C'est pas si grave que ça. Et c'est vrai que potentiellement, si c'était un PDG noir ou racisé d'une manière générale, il aurait une autre approche. Même si j'ai des doutes, parce que pour moi, j'ai quand même le pressentiment que ce qui compte avant tout, c'est est-ce que t'es PDG de Glencore ou pas, et pas tant ton origine ethnique. Ok, des fausses promesses. Glencore aussi communique très volontiers sur ses engagements climatiques, comme dans cette vidéo de 2020 avec son ancien CEO, Ivan Glassenberg. Glencore a l'ambition claire d'atteindre le zéro émission nette de CO2 d'ici à 2050. On y parviendra en réduisant considérablement notre production de charbon. On a aussi la chance d'avoir le bon mix pour s'assurer qu'on puisse produire les matières premières nécessaires pour l'avenir des énergies renouvelables. Ce qu'on a décidé chez Glencore, c'est mieux de garder les actifs de charbon en main sûre, comme les nôtres, et nous réduirons le charbon d'ici à 2035. Il y a quelques années, Glencore annonçait vouloir se débarrasser de ses activités liées au charbon, mais récemment, elle a fait marche arrière. Ça t'a surpris ? Alors absolument pas, c'est donc tout à fait cohérent avec ce qui se passe sur le terrain, avec les politiques d'achat de Glencore. Quand les grands concurrents de Glencore se retirent du marché, donc ils décident de vendre leurs mines, c'est souvent Glencore qui achète leur part en retour. Ça a été le cas à Cerrejón, donc la plus grande mine à ciel ouvert d'Amérique latine, et aussi tout récemment avec les activités du Canadien Teck. Donc Glencore voulait racheter l'entièreté de la société, finalement ils se sont contentés de racheter uniquement le charbon, et c'est en ligne avec le business model de Glencore qui tire la majorité de ses revenus du charbon. Donc Glencore n'a pas l'air de vouloir se débarrasser de cette source d'énergie qui est vraiment la plus sale qui soit.
Le conseil d'administration récemment, on disait intégrer cette nouvelle donne charbon dans la stratégie climatique du groupe. Tout ça, c'est encore du blabla ? En tout cas, ça correspond pas tout à fait à ce qui se passe effectivement dans les pratiques commerciales de Glencore. Glencore a récemment enlevé aussi le cap de production, c'est-à-dire qu'il s'était engagé à un moment donné à ne jamais dépasser 150 millions de tonnes de charbon, chiffre qu'ils n'ont jamais dépassé d'ailleurs. Et puis, ils ont tout récemment enlevé cette limitation. Ils disent qu'ils veulent respecter les accords de Paris, mais en réalité, ils continuent à acheter des mines. Et puis, même la façon dont ils communiquent sur leurs émissions est aussi douteuse, vu que tout récemment, ils ont pris comme base une année où vous avez produit énormément de charbon, une année un petit peu spéciale. Et puis ensuite, donc comme le charbon avait diminué, ils ont dit regardez, on a déjà diminué d'au moins 25% notre production. Il y a quand même cette impression qu'on est en train de nous enfumer. Et puis ça correspond à la décision tout récente. Finalement, les activités de charbon ne vont pas être sorties de Glencore, mais elles vont être maintenues à l'interne, puisque la direction a décidé de donner le dernier mot à ses actionnaires. Et les actionnaires sont très heureux de compter le charbon, puisque ça génère des marges très importantes et donc des dividendes. Donc Glencore est le mauvais élève sur toute la ligne. Glencore est le mauvais élève sur toute la ligne, et puis on peut aussi se demander à quel moment Glencore va devenir infréquentable pour les caisses de pension et puis pour la plupart des investisseurs. Aujourd'hui, par exemple, c'est très difficile, vu que l'entreprise est cotée en bourse, donc elle est répliquée dans les indices, donc la plupart des caisses de pension se basent sur ces indices. Ça veut dire que vous avez vous-même une partie d'investissement chez Glencore alors que vous n'en savez rien. Et ça arrive aussi, même si vous prenez un fonds durable, vous vous retrouvez parfois avec des parts dans Glencore dont vous ne voulez pas. Ce qui, pour le moins, nous interroge effectivement. Glencore, c'est un peu les microplastiques de la finance. C'est ces petites particules qui restent, on n'arrive pas à s'en débarrasser, et c'est un problème qui devient de plus en plus lancinant. Toujours sur le charbon, tu as récemment sorti un livre qui s'appelle « La Suisse sur des charbons ardents » que je montre à l'écran, qui décortique du coup le rôle central et parfois méconnu de ce secteur catastrophique pour le climat en Suisse. La Suisse a un rôle très important en tant que plateforme de trading. On m'a même dit que tu avais envoyé un exemplaire au CEO actuel de Glencore, Gary Nagle. Tu t'aimes la provoque ? Non, j'ai surtout procédé par empathie. J'ai tenté de me mettre dans les baskets de Gary Nagle. Donc, il est dans une entreprise qui a quand même été largement façonnée par son prédécesseur, donc Ivan Glasenberg. Il est surnommé à l'interne Mini Ivan, donc Gary Nagle, Mini Ivan. Pour Glasenberg, c'était clair, il fallait une personne qui lui ressemble en tout au point. Donc je me suis dit, ça doit être compliqué d'arriver dans une entreprise où vous vivez encore dans l'ombre du prédécesseur, qui reste aussi l'actionnaire principal. Donc j'imagine que vous êtes scruté en permanence par ce père qui tire encore les ficelles dans l'ombre. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est Gary, un autre monde est possible. Vous n'êtes pas obligé de répliquer exactement ce que le père de Glencore a mis en place. Vous pouvez imaginer une autre société. Prenez votre courage à deux mains. Vous-même, vous êtes issu d'un pays, l'Afrique du Sud, qui a vécu un changement de paradigme total assez récemment. Vous faites partie de cette génération-là. Et donc, prenez des décisions fortes et changez le visage de votre entreprise. Eh bien, même si on peut avoir quelques doutes, on espère qu'il écoutera ton... Ouais, nouvelle insulte, le microplastique. Juste dernier point, avant de vous laisser, je veux juste répondre encore une dernière fois à Jason Most Wanted, si t'es encore là. C'est pas ça. En Afrique du Sud, il vaut mieux un blanc pour diriger une entreprise pour le moment. 3 petits points. Les gens non blancs qui vivent en Occident ont moins de chances de réussite. C'est un fait, pas une illusion. Alors l'Afrique du Sud n'est pas occidentale, évidemment. Sur ton dernier point, on pourrait débattre sur le fait que ce soit occidental ou pas, parce que l'Occident n'est pas tant une région géographique qu'une situation économique et politique dans le monde, et également une caractéristique en fonction de la population qui tient l'économie d'un pays et sa politique. Donc pour l'Afrique du Sud, si on prend cette définition-là, on peut considérer que l'Afrique du Sud fait partie de l'Occident, et il vaut mieux un blanc pour diriger une entreprise. Je suis clairement pas sûr, parce que si c'est pour juste créer une entreprise capitaliste qui distribue des dividendes aux actionnaires sans redistribuer ensuite à la population locale pour l'aider à juste la payer correctement, non, je pense pas qu'il vaut mieux un dirigeant blanc. On le voit en Afrique du Sud, où maintenant ça fait 30 ans que l'apartheid a été aboli, mais uniquement dans le droit, parce que de fait, quand tu vas sur place, tu vois que les structures de l'apartheid sont encore totalement là, et si les personnes non blanches réussissent moins bien au niveau économique, c'est essentiellement et avant tout à cause du racisme ambiant et des barrières que les personnes non blanches ont dans les pays occidentaux pour pouvoir évoluer dans l'échelon social et économique. Cela étant dit, de toute façon, peu importe l'origine ethnique d'un PDG de multinationale, il ne faut plus de multinationales, il faut tout nationaliser et que tout soit
dirigé par le Soviet suprême. Vive la révolution!